Je l'ai vue à 15h, entre deux cours, savoir elle prenait quel train, puis elle arrivait à quelle heure. Et jamais eu d'autres nouvelles. Il est surpris de voir qu'il n'y a pas de message de Célia. Célia est une jeune fille de 18 ans qui aime communiquer. D'habitude, elle est un peu accro au SMS. Du coup, j'ai appelé. Personne ne répondait. C'est absolument pas normal qu'elle n'ait pas donné de nouvelles de toute la nuit. Elle devait être avec son père, donc il y a un problème. Le père de Célia, Christophe, vit à Mirepoix, à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse. Célia s'y rend dès que ses études le lui permettent. Célia, elle suit ses cours pour devenir esthéticienne à Toulouse. Elle a une carrière en tête. Elle n'a aucune raison de disparaître. Thibault, il est très inquiet et il décide à ce moment-là d'appeler Christophe, qui est son beau-père, entre guillemets. Et là, il a le même résultat, ça ne répond pas, comme si les téléphones étaient coupés. Les gendarmes font vite le rapprochement avec un signalement qu'ils ont reçu. Et en effet, cela correspond. Le mystère reste entier sur la disparition de Christophe Orsa et de sa fille Célia. Leur voiture a été retrouvée calcinée aux abords d'une forêt dans l'Aude. On découvre très rapidement la Renault Kangoo, incendiée. Cette voiture est au milieu d'un chemin, au milieu de la forêt. On fouille ce véhicule, je crois qu'on retrouve juste la poignée d'une valise. Tout le reste a entièrement brûlé, mais on ne retrouve pas de traces de corps. Donc ils n'étaient pas dans le véhicule, ni l'un ni l'autre. Le soulagement est de courte durée, car l'examen du lieu laisse craindre le pire. Manifestement, c'est pas un accident. La voiture a été véritablement incendiée pour faire disparaître toute trace à l'intérieur. Là, les gendarmes s'inquiètent vraiment. D'ailleurs, rien ne permet d'expliquer pourquoi Christophe Orsaz et sa fille Célia se seraient rendus dans cet endroit quelque peu coupé du monde. Le plateau de Sceaux, c'est des forêts absolument inestricables. C'est très difficile d'accès. En plus, les conditions météo sont absolument exécrables. Alors, pour remonter le fil de ce qu'il s'est passé, les gendarmes n'ont en fait que les déclarations de Thibault, le petit ami. Célia lui a dit qu'avant de la déposer à la gare de Pamiers, son père devait faire un petit détour pour aller voir un employeur potentiel. La dernière fois qu'on les voit ensemble, il est 16h10. Lui habite dans un gîte, donc il y a une vidéosurveillance. On le voit sortir avec sa fille. 5-10 minutes plus tard, on le retrouve en train de faire le plein de son Kangoo blanc. Et après, plus de son, plus d'image. Pourquoi Christophe et Célia ne sont-ils jamais arrivés à destination, ici, en gare de Pamiers? Depuis qu'il s'est installé dans l'Ariège, Christophe Orsaz enchaîne les petits boulots. Il va monter une petite entreprise de jardinage et il va proposer ses services dans les propriétés des alentours. Seulement, les temps sont durs et la perspective d'un nouveau contrat arrive à point nommé. L'occasion est trop belle et Christophe ne va pas se méfier. Donc il propose à sa fille de l'accompagner. Il lui dit, voilà, écoute, on fait un petit détour, un petit crochet, je te déposerai ensuite à la gare à Pamiers, ne te fais pas de soucis, tu ne seras pas en retard, vers 17h, tu prendras ton train et une heure après, tu seras à Toulouse. Plus les semaines passent et plus les gendarmes acquièrent la conviction que ce rendez-vous est la clé de l'énigme. Les enquêteurs vont fouiller dans la vie privée des victimes et ils vont trouver une piste. Les gendarmes vont s'intéresser à l'entourage immédiat de Christophe, pas vraiment de Célia, parce que Célia n'habite pas là. Célia habite à Toulouse, elle a sa vie, son petit copain. Il n'y a qu'une seule ombre au tableau, une femme. Cette femme s'appelle Marie-Josée Montesino. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas laissé un bon souvenir aux proches de Christophe Orsaz. Marie-Josée Montesinos, c'est quelqu'un qui a été la compagne, l'amante de Christophe Orsaz pendant presque 4 ans. Et les membres de la famille de Christophe Orsaz avaient recueilli ses confidences, et notamment un membre de cette famille avait indiqué que Christophe lui avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher du côté de Marie-Josée Montesinos. Ces paroles de Christophe Orsaz seraient-elles prémonitoires? Pourtant, au début de leur relation, Christophe avait tout de suite eu le coup de foudre. C'est même pour elle qu'il est venu s'installer dans les Pyrénées. À l'époque des faits, elle a 57 ans. Orsaz en a 46. Ils partagent la même passion qui est celle de la randonnée, de la montagne. Et voilà une idylle qui naît, une passion, c'est très volcanique. En effet, au fil des mois, le couple bat de l'aile. Car Christophe découvre que Marie-Josée a un énorme défaut.
On nous décrit une Marie-Josée un peu jalouse, un peu dans la vengeance, qui a un caractère trempé. 4 ans après leur rencontre, Christophe met fin à la relation avec Marie-Josée. Et une personne n'est pas tout à fait étrangère à cette décision radicale. C'est Célia, la fille de Christophe, qui n'apprécie pas du tout cette belle-mère un peu trop possessive. Christophe va se rapprocher de sa fille. Et à mesure qu'il se rapproche de sa fille, il va s'éloigner de Marie-Josée. Comme si ces deux femmes allaient se croiser. Célia avait conseillé à son père de mettre un terme à cette relation en disant que c'était une relation toxique. Ce qui va interpeller la famille de Christophe Orsaz, c'est que celui-ci avait, dans les mois qui ont précédé sa disparition, déposé un certain nombre de plaintes et de mains courantes à l'égard de Mme Marie-Josée Montesinos. Les gendarmes analysent l'ordinateur portable de Christophe Orsaz et on découvre des échanges de mails qui intriguent très très rapidement les enquêteurs. Les enquêteurs sont dubitatifs parce que il y a ces mails que Marie-Josée Montesinos a envoyés à Christophe qui sont des mails où elle lui en veut. Les gendarmes sont très intrigués et commencent à se poser des questions sur cette personne et ils la mettent sur écoute. Et cela va payer. Parmi les correspondants de Marie-Josée Montesinos, un homme attire rapidement l'attention des gendarmes. Ils découvrent qu'elle a des relations avec un certain Vidal et voient se dessiner une complicité entre ces deux personnes. Jean-Paul Vidal, c'est un type de 47 ans ou de 48 ans. Il est marié, il a 3 enfants. Jean-Paul Vidal travaille dans la mécanique, il est cascadeur. Il fait des cascades pour des associations caritatives, un Téléthon, Enfants malades, etc. etc. En fait, cet homme doué et a priori au-dessus de tout soupçon cache en réalité une double vie. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal, ils ont eu des amours en pointillés. Ils sont aimés, ils sont séparés, ils se sont revus. Et puis là, Marie-Josée Montesinos va se rapprocher de Jean-Paul Vidal. Bien sûr, les enquêteurs vont se demander si sous cette façade d'un amour renaissant, eh bien, il n'y avait pas un dessein plus criminel de Marie-Josée. Il s'avère que dans les mois qui ont précédé la disparition des Orsaz, le téléphone de Marie-Josée Montesinos, le téléphone de Vidal, a été repéré très près de la zone où on a retrouvé la voiture. Alors a priori, ça ne peut pas être une coïncidence parce que c'est vraiment un endroit complètement paumé. Comme c'est une zone complètement perdue, les gendarmes n'ont pas épluché énormément d'archives concernant les bornages des portables. Et ils repèrent très vite qu'ils sont allés dans ce coin-là. Et ce n'est pas tout. En juin 2018, 7 mois après la disparition de Christophe et Célia Orsaz, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont interpellés. Ils vont également interpeller l'ex-mari de Marie-Josée et un très bon ami de Jean-Paul. L'ex-mari et l'ami, ils disent oui, effectivement, ils nous ont demandé de dire qu'on était ensemble ce jour-là. En fait, c'était pas vrai, mais je pensais que c'était pour une histoire de fesses, enfin une histoire de coucherie, de tromperie. Sans alibi et trahis par le bornage de leur téléphone, les deux amants finissent par reconnaître que le jour de la disparition de Christophe et sa fille, ils ont tendu un piège au père de famille. C'est Jean-Paul Vidal qui va dévoiler l'incroyable scénario qu'ils auraient mis à exécution ce fameux 30 novembre 2017. Il y a un coup de téléphone qui va être donné par monsieur Vidal à monsieur Orsaz pour un rendez-vous professionnel, pour aménager des lieux, pour faire des cabanes dans les arbres. Christophe, ce jour-là, profite d'une journée avec sa fille. Et puis, il doit en fait l'amener à la gare de Pamiers pour que celle-ci, sa fille, rejoigne Toulouse, où l'attend son petit copain. Et il dit à sa fille, écoute, on va faire un petit détour de 5 minutes, c'est juste l'histoire d'un entretien. En fait, le rendez-vous est fixé à une trentaine de kilomètres de Mirepoix, à Rieux-Fourcamp. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, c'est un hameau isolé en pleine forêt. Ils partent donc à ce rendez-vous et Christophe Orsaz, lui, arrive simplement, sans penser au moindre mal, avec sa fille. À l'occasion précise du rendez-vous, monsieur Vidal et madame Montesinos sont dissimulés dans une grange.
Il y a une veste de mémoire qui est mise à l'entrée sur la porte de la grange pour signaler une présence. Et en fait, on ne va pas voir le véhicule de M. Orsaz arriver. Celui-ci va se mettre à quelques mètres du véhicule de M. Vidal. Et là, il part à pied, il fait quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Donc en fait, ce ne va être que par l'entrebâillement de la porte qu'on va le voir arriver sans avoir un champ de vision qui va jusqu'à la voiture. Et d'un seul coup, les deux surgissent, là, Jean-Paul et Marie-Josée. Et Jean-Paul attaque très violemment Christophe, le flanque par terre à coups de barre de fer. Les premiers coups qu'il va recevoir vont être dans la grange, puisqu'on va y retrouver ses lunettes qui ont été brisées. Le problème pour les enquêteurs, c'est qu'à partir de là, chacun des deux suspects a sa propre version. Selon Marie-Josée Montesinos, rien ne s'est passé comme prévu. Et l'infirmière de mettre toute la responsabilité sur le dos de son amant. En fait, on voulait faire peur à Christophe. On voulait faire une correction, mais ça n'allait pas plus loin. Puis ça a dérapé. C'est la faute de Jean-Paul Vidal. Finalement, il n'a pas compris. Il est allé trop loin, mais moi, je n'y peux rien. De son côté, Jean-Paul Vidal poursuit ses aveux. Il est formel. Selon lui, Marie-Josée cherche à minimiser son rôle. L'homme affirme que sa maîtresse a participé à l'agression de Christophe. C'est des coups de barre de fer à tour de rôle. Christophe, blessé, va tenter à plusieurs reprises de se relever. Il va être roué à nouveau de coups. Jean-Paul Vidal prétend également que Marie-Josée Montesinos l'a aidé à se débarrasser du corps. Et il révèle l'endroit précis où il se trouve. Orsaz est ceinturé, on lui passe les serflex, il est inconscient a priori. Il y a un détail très sordide dans cette scène. C'est que Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal vont jeter le corps dans une fosse septique. Rappelons quand même que Christophe Orsaz n'est pas mort sur le coup. Quand il est précipité, ligoté et inconscient à l'intérieur de cette fosse septique, il est encore vivant. Donc c'est vraiment une horreur absolue ce qui s'est produit. Mais il y a encore plus atroce. Le meurtre de Christophe Orsaz a bien failli ne jamais avoir lieu. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos, ils ne savent pas que Célia est dans la voiture et que ça va devenir un témoin très dérangeant pour eux. Célia devient le témoin gênant qui peut les dénoncer. Dans la fosse septique, il n'y avait qu'un corps, celui de Christophe. Alors où est passée sa fille Célia? Que lui est-il arrivé? À nouveau, c'est Jean-Paul Vidal qui apporte la réponse. En fait, pendant tout le temps où Christophe Orsaz est mortellement passé à tabac, Célia va rester dissimulée dans le véhicule de son père. On ne peut pas imaginer ce que Célia a vécu à ce moment-là, juste derrière ce pare-brise, voyant en fait le film de la tragédie de son père qui est roué de coups. Et puis avec cette pensée qui va rapidement germer dans son cerveau, qu'est-ce que je vais devenir moi? La pauvre Célia, elle ne sait pas conduire, donc elle ne peut pas s'enfuir. Face à l'horreur de la situation, la jeune femme de 18 ans va finir par trahir sa présence. Elle se met à hurler et du coup, elle attire l'attention de Jean-Paul et de Marie-Josée. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal vont entendre ce cri, là c'est la stupéfaction. Ils se disent, il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on nous regarde et tout ce qu'on avait préparé, anticipé, envisagé est en train de s'écrouler. Il va falloir improviser. Célia, elle verrouille toutes les portes du Kangoo et Vidal casse une vitre. On se saisit d'elle, la ligote également. Dès lors, quel sort réservé à ce témoin gênant? Selon l'avocat de Jean-Paul Vidal, entre son client et Marie-Josée Montesinos, la question n'avait pas immédiatement été tranchée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parte et qu'on aille réfléchir, entre guillemets, ailleurs. On va voir ce qui va se passer. Chacun au volant d'un des véhicules présents sur les lieux du crime, les deux suspects auraient alors pris la route en direction de la forêt de Picocel. Monsieur Vidal va rouler, va s'arrêter une première fois. Il va y avoir une conversation avec Madame Montesinos parce qu'on est dépassé par la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une obligation d'éliminer Célia parce que elle a pu être témoin. C'est pas aussi simple que ça. Elle a menacé personne. C'est l'innocence totale. Sauf que Marie-Josée n'aurait pas été de cet avis. Et le destin de Célia Orsaz va se jouer lors d'un second arrêt. Voici les arguments que l'infirmière aurait utilisés pour convaincre son amant. Non mais là,
Là, on peut pas. La première chose qu'elle va faire, c'est appeler la police. Tu aurais rappeler tes enfants, etc., etc. S'ils la laissent vivante, ils savent qu'elle les enverra directement en prison. Célia, ils peuvent pas la relâcher, elle a assisté à l'assassinat de son père. Donc elle est condamnée à mort à partir de cet instant. Il est alors tout juste 18h, ce 30 novembre 2017, lorsque le convoi fait un dernier arrêt dans un lieu à l'abri des regards. Selon les déclarations de son avocat, Jean-Paul Vidal aurait finalement cédé aux injonctions de sa maîtresse. Il va sortir du véhicule et Madame Montesinos va avoir un geste de la tête lui indiquant le coffre du véhicule dans lequel se trouve notamment le fusil. Il va prendre le fusil, il va repasser devant Madame Montesinos qui va lui faire un signe d'un hochement de tête. Le cheminement de Monsieur Vidal, ça va être quelque part cette espèce de prise d'instruction. Il l'emmène pour la tuer et elle le supplie de la laisser vivante et il va la lâcher, il va l'abandonner un instant. Il fait demi-tour, il fait quelques mètres. Célia a dû penser qu'elle était sauvée. Il change d'avis, il fait demi-tour, il marche vers elle et il lui tire une balle en pleine tête. Donc moi j'imagine ce qu'a pu être le calvaire de cette jeune fille qui assiste à la mort de son père, tué à coups de barre de fer, et qui va se retrouver exécuté, il n'y a pas d'autre mot que celui-là, exécuté en pleine forêt, de sang-froid par deux personnes qui ensuite vont reprendre leur vie totalement normalement. Il voit son visage quand même, et il tire malgré tout, quasiment à bout portant, et ensuite il camoufle le corps sous des branchages. Peut-être a-t-il été aidé à ce moment-là par Marie-Josée, qui était derrière en voiture. Les deux suspects auraient ensuite fait disparaître, une à une, les preuves de leur implication. Ils vont incendier la voiture. Ils vont se débarrasser de la barre de fer, ils vont casser le fusil, le jeter dans la rivière un petit peu plus loin. Et ils vont brûler leurs affaires et détruire les téléphones prépayés. Les gendarmes vont lui demander est-ce que Marie-Josée Montesinos a commis quelque chose sur le corps de Célia. Et Jean-Paul Vidal, tout de go, va répondre que Marie-Josée lui a arraché le collier. Certains y verront la prise d'un trophée. Donc on peut se poser la question de savoir si elle en voulait pas à Monsieur Orsaz avec sa fille venant quelque part la remplacer dans de l'amour au sens large. Et finalement, que Monsieur Orsaz la considère a posteriori comme ayant pu être inexistante finalement. Et puis il y a un dernier élément qui paraît compromettre Marie-Josée Montesinos. Contrairement aux affirmations de l'infirmière, plusieurs indices pourraient laisser penser à un meurtre savamment prémédité. En premier lieu, le téléphone utilisé pour donner rendez-vous à Christophe Orsaz. Cet appel provient d'un téléphone en paiement libre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le tracer et il a servi qu'une fois. Donc ça, c'est des méthodes de voyous. Les téléphones ont permis de tendre le guet-apens en sachant que M. Orsaz ne reviendrait pas du rendez-vous. Voilà. Parce que des téléphones non identifiables avec un mort, vous ne pouvez pas remonter à qui a fait quoi. Donc dès le début, en utilisant ces téléphones, on sait que M. Orsaz ne reviendra pas. À cela, il faut ajouter le repérage du lieu du rendez-vous et surtout de la fosse septique où le corps de Christophe Orsaz a été retrouvé. Marie-Josée et Jean-Paul Vidal sont venus quelques mois avant pour mesurer la taille de cette fosse septique et pour savoir si le mètre 80 de Christophe Orsaz allait entrer dans cette fosse septique. Donc s'il s'agit de donner une correction à quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va anticiper l'éventualité de se débarrasser du corps. Il fallait déjà trouver le lieu, ce hameau perdu, trouver dans ce hameau la fosse septique, amener ce qu'il fallait, les serflex, les barres de fer, le fusil. Tout ça, ça laisse entendre que le plan a été vraiment préparé, organisé, sans oublier bien sûr l'essence pour détruire la voiture. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont mis en examen et placés en détention provisoire. C'est devant la cour d'assises de l'Ariège que va se jouer prochainement le dernier chapitre de ce drame.
Pour les deux accusés, cela sera la dernière chance de lever les ultimes zones d'ombre sur cette tragique affaire. À commencer par Marie-Josée Montesinos, restée jusqu'ici évasive. Sollicitée à plusieurs étapes de notre enquête, son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais pour autant, Madame Montesinos, c'est elle qui a un intérêt à ce qui s'est passé et c'est elle qui est à l'origine de toute cette opération. Va-t-elle reconnaître sa responsabilité complète, totale peut-être? Va-t-elle donner aussi des précisions sur le mobile? Car on a du mal à imaginer que l'on puisse tuer ainsi juste parce que l'on a été quitté. Le côté crime passionnel paraît complètement démesuré dans ces conditions-là et dans ces circonstances-là. Elle a foutu sa vie en l'air parce qu'elle s'est fait larguer, en gros. C'est ça l'histoire. Elle s'est fait larguer par un mec avec qui elle n'a pas eu d'enfant, avec qui elle a vécu vaguement 4 ans, avec une relation un peu houleuse. Donc, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est vraiment cette réponse qu'on attend. Est-ce qu'elle la dira? Est-ce qu'elle ne le dira pas? Aujourd'hui, elle est dans un état psychique très diminué. Elle a fait plusieurs tentatives de... Et on ne sait pas si elle se présentera devant la barre, juste avoir cette réponse. Pourquoi vous avez fait ça? Si mobile il y a, il faut aller le chercher dans les tréfonds de cette personnalité, et rien d'autre. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, à entendre. Il ne peut y avoir de compréhension que dans l'hypercomplexité de cette personnalité, et rien d'autre. Dans l'espoir de faire enfin leur deuil, les proches de Christophe et Célia Orsaz attendent ce rendez-vous devant la justice avec impatience. Mais ils pourraient bien repartir déçus. Cette famille, elle va avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi les choses en sont arrivées à ce point. Je ne sais pas si ces familles seront satisfaites à l'occasion du procès. C'est toujours, en tout cas souvent frustrant, les procès devant la cour d'assises, parce que la recherche de la vérité, c'est pas nécessairement la priorité de ceux qui sont jugés. L'essentiel pour les parties civiles que j'assiste, c'est que ces deux prévenus soient jugés et condamnés à la hauteur de leur responsabilité. Poursuivis pour assassinat et meurtre aggravé, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal encourent la réclusion criminelle à perpétuité.